Alors, je prends quand même une minute pour remercier les organisateurs, et en particulier l'université Mohamed V de Rabat, et qui nous permet de suivre ces débats vraiment très intéressants. Donc, je procéderai un petit peu différemment de mon collègue. Je ne vous poserai pas de questions aux intervenants, je préfère que vous interveniez vous-même si vous avez des questions. Et mon rôle donc, se limitera à présenter les différents intervenants et à attirer leur attention sur le temps de parole de 10 minutes. Voilà, donc le premier intervenant, c'est un avocat qui vient de Belgique, M. Patrick Sarens, qui va nous parler particulièrement des partenariats publics-privés avec le Maroc. Voilà, donc la dernière question qui avait été posée va trouver son réponse dans cette intervention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, Monsieur le citoyen, chers collègues, merci d'avoir accepté de prendre mon intervention. Merci à l'Université de Rabat, je cours à l'Université de Oujda pendant 20 ans, évidemment à Bruxelles également. Et donc, j'ai la faiblesse de croire que j'ai un quart de Marocain en moi. Alors, est-ce que c'est le bon quart? Ça, c'est vous qui le direz à la fin de cet exposé. Ne vous en fouillez pas trop vite, parce que le titre n'est guère réjouissant. Partenariat public-privé, ça n'est pas extraordinairement sexy. Ça ne donne pas envie d'entendre pendant 10 minutes parler de problématiques des investissements en Afrique. Et pourtant, c'est diablement important. Et j'attire votre attention sur le fait que un des premiers intervenants ce matin a dit quelque chose qui est assez vrai, une métaphore, mais qui, pour les investisseurs, a longtemps représenté l'essentiel de leurs intérêts. Afrique, mais en 2 mots, l'argent qu'on peut y faire, et puis on part. Et c'est toute cette problématique qui a été connue à travers les concessions de services publics, à travers les marchés publics qui ont été remportés par beaucoup d'entreprises étrangères, essentiellement françaises, parfois américaines, rarement russes, je parle pendant tout le XXe siècle, et qui progressivement est en train de changer de visage. Mondetel est situé à Salé, et j'étais très intéressé de voir le TGV d'Alstom qui régulièrement fait le déplacement entre les grandes villes africaines, enfin les grandes villes du Maroc, et je crois que c'est très symptomatique. Le Maroc a pendant des années, comme l'ensemble de l'Afrique, a connu un principe selon lequel on interrogeait les grands investisseurs, les grands industriels, et ceux-ci répondaient à donner des cahiers des charges et remporter les marchés. Ceux d'entre vous qui sont des africanistes subsahariens le savent bien, que ce soit le Gabon, qu'on appelle l'État Total Elf, que ce soit Abidjan, la Côte d'Ivoire, etc. On a connu ça dans ce qu'on appelait la France-Afrique, mais c'est vrai également du côté anglophone. Et puis, ici, au XXIe siècle, au début de cette nouvelle ère, l'Afrique a changé de visage, et en particulier, je dois dire, je le dis dans mon papier, la manière dont le Maroc a pris un petit peu les choses en main à travers les nouvelles lois sur les marchés publics, les lois sur le partenariat public-privé, en disant, mais finalement, on va travailler d'égal à égal, on va équilibrer les échanges, clauses contractuelles, avantageuses et désavantageuses à l'égard des investisseurs. Et cela, c'est à travers deux éléments qu'on peut le rencontrer. D'abord parce que la législation est devenue beaucoup plus tatillonne ici, mais aussi au Sénégal, mais aussi au Nigeria. On a laissé, je dirais, passer la période coloniale pour rentrer véritablement dans une collaboration d'égal à égal, premier point. Et deuxième point, évidemment, et on l'a vu, c'est un petit peu tout l'objet du colloque, on a de nouveaux intervenants, principalement la Chine, dans une moindre mesure la Russie. Un collègue nous a parlé tout à l'heure, je crois,
c'était mon collègue togolais de la Turquie. Donc voilà, face à une concurrence exacerbée, on a de nouveaux potentialités de pouvoir négocier, et donc on n'est plus du tout face à ce marché extrêmement réduit entre quelques entreprises européennes ou américaines. Et toute cette modification a également bénéficié, je dirais, d'un principe juridique. Pour les juristes d'entre vous, et je crois que vous êtes nombreux, vous connaissez le principe du partenariat public-privé. On n'est plus du tout dans le système de la concession. La concession, c'est véritablement, on vous laisse le marché, et puis vous prenez, le cas échéant, vos dividendes. Dans le partenariat public-privé, les risques, la responsabilité est partagée, et effectivement, les moyens le sont également en termes de redevances. Et ici, pour le Maroc, par exemple, entre ce que je vous ai parlé concernant le TGV et le port d'Angers-Med, la Casablanca Finance, etc., ce sont des énormes chantiers dans lesquels le Maroc s'est beaucoup plus impliqué qu'auparavant dans la négociation contractuelle, dans l'obligation de faire venir, le cas échéant, des intervenants marocains. Et ça, c'est peut-être exacerbé en 2020 à la suite d'une circulaire de votre ministère qui a dit « Attention, ce genre de marché doit se faire avec un protectionnisme intra-marocain ». Ce qui peut surprendre, je sais que j'ai des collègues ici, d'éminents collègues qui travaillent à l'OMC, ce qui peut surprendre au niveau, je dirais, des règles de droit international. Est-ce qu'on peut se permettre un protectorat, la preuve de ma métaphore non voulue en dit long, je voulais dire un protectionnisme non voulu par les autorités internationales? Eh bien, la réponse est oui, parce qu'il y a des possibilités de pouvoir prévoir une protection simplement à partir du moment où ce sont des éléments objectifs. Exemple, la durabilité. Exemple, le fait que certains marchés, on choisisse des entreprises qui soient du secteur plus proche et donc moins énergivores. Et donc, quelque part, la circulaire marocaine a cet intérêt de dire pourquoi faire au grand international si on peut le faire au petit international. Et je pense que derrière cela, il y a aussi une volonté de la part du Maroc d'être un acteur tout à fait essentiel au sein de l'Afrique subsaharienne. Ceux d'entre vous qui voyagent un peu dans les pays d'Afrique francophone essentiellement, moi en tout cas, c'est mon cas, j'ai beaucoup voyagé Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, etc. Je constate que le Maroc est présent. À Abidjan, quand vous rentrez dans le centre d'Abidjan, vous voyez un énorme panneau d'une joint venture avec le Maroc. Lorsque vous vous trouvez dans les aéroports de beaucoup de pays africains, vous voyez la rame qui est tout à fait incontournable, alors qu'avant vous aviez juste Air France et Brussels Airlines. Donc ce sont tous des éléments qui prouvent que des États qui avant étaient demandeurs sont désormais des États qui sont négociants, qui sont dans la co-contractualité. Et mon papier avait essentiellement pour objectif de dire qu'il y a une nouvelle vision de l'investissement en Afrique, non plus dans un rapport nord-sud, mais dans un rapport sud-sud, ou, le cas échéant, dans un rapport triangulaire, et la question est vraiment tout à fait intéressante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des joint ventures avec 3, 4 intervenants qui ne viennent pas forcément du même continent. Alors, tout ça pour... je sais que j'ai très peu de temps, donc je vais simplement vous indiquer, à mon sens, vers où on va. À mon sens, il y a deux éléments qui vont entrer en ligne de compte. La première, c'est évidemment la question du financement. Vous avez toujours les organes internationaux que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui mettent des clous, je dirais, dans les marchés publics, dans les concessions et dans le partenariat public-privé, qui fait que ce n'est pas toujours évident de pouvoir sortir de ce carcan si on veut financer les grands projets. Ça, c'est le premier risque du partenariat public-privé si vous ne parvenez pas à l'autofinancier, premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la problématique politique. L'un d'entre vous, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement dans quel ordre, mais en tout cas, on l'a dit aisément, l'exemple de la Chine est tout à fait interpellant par rapport à ça. La Chine qui ne donne aucune clause politique pour pouvoir négocier dans n'importe quel pays et qui donc dit simplement je vous avance des fonds et puis, ben
là, c'était, je crois, monsieur le doyen, le risque est grand, on parlait de Djibouti, etc. À un certain moment, ces États tombent en faillite, parce que, en tout cas virtuellement en faillite, parce qu'ils ne sont plus capables de rembourser. Et ça, c'est véritablement l'enjeu majeur, à mon avis, de ces 20 prochaines années, c'est de voir si la Chine ne va pas progressivement prendre le devant simplement en disant vous n'êtes pas capable de payer, vous allez donc me donner en échange des terres arables ou des minerais ou d'autres moyens pour faire du troc à l'international et finalement aboutir à une situation qui est peut-être pire puisque ce n'est plus à ce niveau-là une négociation contractuelle biaisée, c'est carrément de l'esclavage économique à moyen terme et je pense que ça c'est véritablement l'enjeu de ces 20 prochaines années en ce qui concerne les marchés publics. Et donc, je suis extrêmement heureux de voir que le Maroc est à la pointe de la réflexion sur ce type de législation et j'espère que d'autres pays le feront aussi. Et pour terminer, et en termes de conclusion, je suis un turiféraire, à tort ou à raison, je le disais tout à l'heure à un collègue, je suis un turiféraire de la possibilité pour le Maroc d'intégrer l'OHADA. Je pense véritablement que c'est une pièce du Lego qui permettrait également au Maroc de pouvoir peser dans les actes uniformes. Au sein de l'OHADA, on ne parle pas encore des marchés publics, mais il y a des réflexions qui se font. Je crois que c'est 17 pays qui sont actuellement en Afrique en train de réfléchir sur un droit commercial commun et que c'est ce petit Lego complémentaire avec l'intervention, le cas échéant au CEDEAO du Maroc, permettrait véritablement d'intégrer l'économie, je dirais, africaine dans un autre développement. Alors je sais que ça pose des problèmes politiques, je sais qu'il y a des contre-pouvoirs, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Afrique du Sud, qui font tout pour qu'il n'y ait pas d'accord dans ce sens, mais il y a 20 ans, non, attendez, c'était, oui, non, pour les 20e anniversaires de l'OMC, à Marrakech, je faisais une conférence et déjà je disais l'OHADA c'est l'avenir à mon sens du Maroc. Alors je le regarde avec un air tout à fait extérieur, je suis bruxellois mais je vous ai dit que je suis quand même un quart marocain, donc je me permets d'avoir un quart de je dirais de mon intellect qui va en ce sens et qui espère qu'on pourra avancer de la sorte. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et pour ce respect des délais qui était vraiment impeccable. Je vais juste passer la parole, alors je crois qu'il est à distance, à M. Nicolas Schmitt, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Absolument, merci beaucoup pour ton chaîne. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. C'est parfait, merveilleux. Alors, je permets juste de lancer mon diaporama. Bonjour à toutes et à tous, donc, je vais commencer par remercier l'équipe organisatrice et scientifique de ce colloque de nous réunir sur un thème qui est résolument au cœur de l'actualité et de permettre de présenter les travaux en cours. Alors comme je vais essayer de respecter la dizaine de minutes, je vais vous lancer un chronomètre à côté de moi et je ne vais pas aborder les aspects théoriques de notre travail, mais il sera bien d'en parler davantage pendant la phase de discussion si besoin. Donc la question qui guide mon papier, c'est la concurrence entre puissances exogènes est-elle un atout pour la sécurité africaine? Donc je vais essayer de répondre en 4 points centraux à cette question. Je vais commencer par parler des soutiens militaires bilatéraux, faire une légère tendance, montrer les légères tendances générales de la dernière décennie. Alors je vais commencer par la stratégie russe, je serai assez bref là-dessus parce que c'est un sujet qui a déjà été bien développé tout à l'heure par le professeur Lévesque. On constate globalement une offre sécuritaire en hausse par la Russie depuis les années 2010, avec une multiplication d'accords de coopération militaire avec une vingtaine d'États africains, les plus connus sur le plan opérationnel évidemment étant celui du Mali et de la République centrafricaine. Maintenant, avec l'échec de l'intervention en 2019 de Wagner au Mozambique, le cas de la guerre en Ukraine et évidemment ça a été abordé tout à l'heure, mais le très récent démantèlement potentiel de Wagner, que vous avez suivi dans l'actualité, on peut se poser la question de la continuité de cette stratégie, ne serait-ce qu'à court et moyen terme, pour la Russie. S'agissant de la Chine, là aussi, ça a été abordé tout à l'heure sur le plan économique, il y a évidemment des enjeux diplomatiques et culturels à la présence chinoise sur le continent africain, mais plus spécifiquement sur l'enjeu de la défense, la doctrine chinoise depuis 2015 offre la possibilité pour son armée nationale d'intervenir sur le territoire de ses États membres pour défendre ses intérêts et les intérêts de ses partenaires en Afrique. On peut aussi mentionner la
voilà, d'une base aéronavale chinoise à Djibouti en 2017, qui est la première base aéronavale chinoise en dehors de son territoire. Et finalement, bon, on a aussi de nombreux exercices de coordination des armées chinoises avec ses consoeurs africaines. Je pense à des exercices militaires qui ont été faits avec le Cameroun, le Ghana ou le Nigeria, et en février 2023, un exercice naval conjoint avec la Russie et l'Afrique du Sud. Maintenant, la France, qui a aussi été évoquée tout à l'heure, alors la France est très ambivalente, puisqu'elle a à la fois un lourd passif colonial et des manœuvres teintées de néocolonialisme. On a évoqué tout à l'heure l'aspect de la France-Afrique. La France a de nombreux acteurs de défense avec ses anciennes colonies, elle a formé aussi l'armée africaine, elle est intervenue de nombreuses reprises pour s'interposer dans des conflits intra-étatiques et pour lutter contre les bombardements terroristes. Maintenant, elle est évidemment accusée aussi d'agir en puissance tutélaire pour la défense de ses intérêts privés. On a évoqué la présence de Total Knife au Cameroun tout à l'heure, et je ne pourrais que l'appuyer, cette évocation. Donc cette ambivalence a encouragé le développement d'un narratif contre la politique étrangère française, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui entraîne progressivement un retrait de la France-Afrique, de la France en Afrique, en témoigne la fin de l'opération Barkhane en 2020. Le dernier acteur que je vais évoquer ici, on le voit un petit peu plus en retrait, on évoque parfois l'Europe et l'Union européenne en tant qu'acteur. Elle agit à la fois en tant qu'entité supranationale et en tant que groupement collectif de la politique étrangère des États européens. Elle a une politique étrangère active puisqu'elle a des délégations diplomatiques auprès de dizaines d'États africains, de l'Union africaine et de plusieurs communautés économiques régionales. Ça remonte dès 1975 aux accords de Lomé, plus récemment aux accords de en 2000, et sur le plan de la défense, il y a un intérêt particulier pour l'Europe à coopérer avec les États africains sur les enjeux de stabilité des États, les migrations documentées et la lutte contre le terrorisme. Maintenant, le renforcement des capacités de sécurité collective africaine passe aussi par le renforcement des armées en tant que telles, des armées nationales. Et donc, j'attire votre attention sur l'évolution des parts d'exportation des Major Arms vers l'Afrique. Je vous montre très rapidement les chiffres du rapport 2023 de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, montre qu'en termes de vente d'armement lourd aux États-Unis, c'est-à-dire les avions, les blindés, les missiles, les navires, ou encore les satellites, les systèmes antiaériens, etc., on constate que la Russie, entre la période 2013-2017 et la période actuelle 2018-2022, a remplacé la Chine à la tête des fournisseurs d'armes aux États du Occident, passant de 17 à 26% des parts de marché sur cette période. La Chine est tombée elle de 28 à 18%, la France a doublé sa part d'exportation et les États-Unis sont quant à eux assez en retrait puisqu'ils perdent 50% de leurs exports sur ces deux périodes-là. Ce qu'il faut en ressortir de ces chiffres-là, c'est qu'on a différentes stratégies bilatérales pour ces principales puissances exogènes, mais on a aussi une guerre de l'implantation. Et pour les États africains, cette variété de partenaires potentiels dans le secteur de la défense, elle représente une multitude de leviers de négociation puisqu'ils peuvent faire jouer la concurrence afin d'obtenir des offres plus intéressantes, et on les a évoqués tout à l'heure, ils peuvent s'affranchir de cette manière-là des contreparties qui sont traditionnellement exigées par l'Union européenne, la France et les États-Unis, et qu'on retrouve en échange de leur assistance militaire. Maintenant, un des cœurs de mon travail concerne le financement de ce qui est l'architecture de paix et de sécurité africaine, qui est la structure de la sécurité collective africaine sur le plan institutionnel. Alors, elle regroupe à la fois l'Union africaine et son Conseil de paix et de sécurité, mais également les communautés économiques régionales dans le domaine des affaires de paix et de sécurité. Donc, en gros, c'est toutes les institutions qui ont une capacité à déployer une force régionale sur le territoire de leur État membre en Afrique. Je vais me pencher très rapidement sur le financement de 5 de ces institutions qui font partie de la PSA, l'architecture de paix et de sécurité africaine, et on va commencer par l'Union africaine en tant que telle. Alors, le budget de l'Union africaine en 2022, il était de 650 millions de dollars et il est assuré aux 2 tiers par les cotisations de ses États membres. 4 de ces États membres assurant la moitié des cotisations, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Maintenant, pour le reste du budget, on voit que les 2 tiers du budget traditionnel annuel de l'Union africaine est financé par ses États membres. On en a quand même un tiers qui est financé par des partenaires extérieurs. Au premier rang desquels on retrouve l'Union européenne. Ensuite, si on s'intéresse au Fonds pour la paix, qui est dédié justement aux opérations de paix qui sont menées ou soutenues par des forces liées à l'Union africaine sur le territoire des États membres de l'Union africaine, là, on voit que les conventions sont beaucoup plus importantes en faveur des partenaires et on retrouve principalement à la tête de ces partenaires, évidemment par l'ONU et les 50 armements de sécurité, mais également l'Union européenne. Donc on voit que l'Union européenne
d'intégration, en particulier sur le plan de la défense sur le continent, et c'est elle qui dispose du budget le plus élevé, puisqu'elle a un budget annuel d'environ 450 millions de dollars. Alors, ce budget est financé à 80% par ses membres, mais là encore, parmi les partenaires principaux, on retrouve dans le premier rang l'Union européenne, avec la Chine qui est pas très loin. Elle dispose aussi également la CEDEAO au même titre que le Fonds de l'Union africaine de son propre fonds de paix, sauf que ce fonds de paix est financé à 95% par des partenaires extérieurs, et encore, on a retrouvé l'Union européenne, mais aussi plusieurs États européens qui donnent de manière générale, je pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie. On retrouve la même stratégie pour la Chine qu'au niveau de l'Union africaine, puisque depuis fin 2022, le nouveau siège de la CEDEAO à Abidjan, au Nigeria, est construit par la Chine pour un montant total qui est estimé à 40 millions de dollars. Sachant que l'Union européenne a donné sur les 5 dernières années au fonds de paix de la CEDEAO une somme à peu près équivalente. La Chine rattrape bien son retard à travers ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire des partenariats publics sur la construction, etc. Maintenant, si on va vers des organisations régionales qui sont un tout petit peu moins puissantes sur le plan financier et opérationnel, on va se rendre compte que les tendances sont à peu près similaires. Je vais mentionner très rapidement la SADC, la Southern African Development Community. Là, on a un budget de 120 millions de dollars annuellement. Les 2 tiers sont couverts par les États membres, un tiers restant par les partenaires. Le premier partenaire, c'est l'Union européenne, là encore, qui a un budget certaines années qui est 4 fois plus important que celui de l'Afrique du Sud, qui contribue le plus au budget endogène de cette organisation. Alors, je vais aller très rapidement sur les 2 autres pour pas trop vous ennuyer non plus, mais si on regarde la communauté est-africaine, on a un tiers du financement qui provient des partenaires de l'Argentine, européenne, qui est au premier rang. Et pour terminer avec la IGAD, c'est encore plus flagrant, 80% du budget en moyenne annuel est assuré par les partenaires, et encore une fois, l'Union européenne est le premier financeur. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que l'Union européenne est prédominante, mais on a une émergence de nouveaux partenaires sur le plan du financement des institutions de pays africaines, notamment la Chine, mais aussi, il va falloir commencer à regarder aussi ce que fait le Japon et les États-Unis, qui, après une période d'absence sous l'administration Trump, reviennent sous l'administration Biden, même si pour l'instant ce retour est plutôt timide. Je vais terminer sur un 4e point avec le soutien direct aux opérations de paix sur le continent, en commençant avec ce que fait la Chine, puisqu'on a une forte hausse ces dernières années d'investissement humain et logistique de la Chine dans les opérations africaines de l'ONU. La Chine est le plus grand pourvoyeur de casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Si on considère que 80% des casques bleus actuellement en service sont déployés sur le continent africain et que 50% d'entre eux sont issus des armées africaines, en termes de chiffres, puisqu'on a 1 millier de soldats chinois actuellement déployés pour l'opération Géo Soudan, 400 Mali et 200 RDC, la Chine est le plus gros pourvoyeur aux opérations africaines de l'ONU. Maintenant, sur le plan financier, on a des investissements directs de l'Union européenne à travers les European Union Training Missions, 6 opérations qui sont en cours en 2022, qui ont eu cours en 2022. On a la Somalie, au Mali, elle est suspendue depuis le retrait par Gal et de la Task Force Takuba. En République centrafricaine et au Mozambique, on a également des opérations soutenues directement par l'Union européenne. On a aussi 2 opérations, une en mer Rouge d'appui contre la piraterie et une en Libye contre le trafic migratoire et le trafic de carbone. Le budget total de ces opérations pour l'Union européenne, uniquement sur les 2022, est de plus de 125 millions de dollars. Donc, je vais conclure très rapidement, désolé, je vais être assez bref. Monsieur Schmitt, j'ai oublié de Bien sûr, j'en suis à la conclusion, donc c'est merveilleux. Donc, ce qu'on vient de voir, en conclusion, je dirais que ça permet aux États africains une diversification des partenaires, c'est un genre ce qui est précédemment. On a des offres qui sont plus intéressantes au niveau des collectifs, on a davantage de soutien. Il faut voir le rôle croissant que va avoir la Turquie dans les ventes d'armes, notamment la vente de matériel type drone, l'importance du Japon dans le financement de ces institutions de sécurité collective et suite l'évolution de la politique étrangère de la Russie avec le retrait potentiel de la guerre et des États-Unis avec une montée en puissance et un regain d'intérêt pour l'Afrique de l'administration Biden. Je vous remercie pour votre attention. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais introduire le 3e intervenant, le professeur Léonard Matala-Stala, qui va nous parler des modèles de coopération, de partenariat, soit occidentaux, soit tournés vers l'Est. Merci beaucoup,
protocole, compte tenu du temps, et c'est juste le doyen qui était là, je ne le vois plus, et puis Michel Ardel. J'ai vu que les Ardel, on a étudié ensemble à Nancy, et que les doyens a étudié aussi à Nancy, donc ça fait beaucoup plaisir de les trouver ici. Alors, mon intervention porte donc ici sur j'essaie de comparer les deux triangles qu'on a ici, Afrique, Europe et France, versus le triangle Chine, Russie et Afrique, pour que les Africains, nous puissions choisir le modèle de partenariat que nous voulons. Alors, pour aller vite, vous verrez dans la version papier, voilà la structure de mon intervention. D'un côté, on a donc ce que j'appelle un partenariat historique, France-Union européenne-Afrique, et puis de l'autre, on a un partenariat qui est pragmatique, on l'a vu, on l'a entendu depuis ce matin, Chine, Russie et Afrique. Donc, essayons de voir d'où viennent ces partenariats, quelles sont leurs spécificités pour que nous puissions, si nous en avons envie, choisir quel est le modèle du partenariat que nous voulons. Le premier, donc, le partenariat Union européenne, France et puis Afrique, c'est un partenariat qui date, pour aller un peu plus loin, avant l'époque coloniale. C'est une coopération qui était ancienne, mais qui a vraiment pris corps ce jour ici, au moment dans les années 50, lorsque l'idée est venue, notamment des grandes puissances, de pouvoir favoriser le développement des États qu'on appelait les États tiers, et plusieurs initiatives ici ont vu le jour. En 1948, vous avez ici le Colonial Development Corporation, pour l'Union européenne, le Fonds européen de développement, les Américains avec l'Act for International Development, et puis le plan Marshall qui a aidé les Européens à pouvoir se sortir de la Seconde Guerre mondiale avec une coordination de l'OCDE, comme on dit aujourd'hui. Ça s'est un peu formalisé au moment de la conférence de Bandung, quand certains États ont voulu dire nous, on ne veut pas choisir entre la gauche et la droite, on va rester nous-mêmes. Et donc ce partenariat-là, ce premier triangle, quelles sont ses caractéristiques? Pour moi, c'est un partenariat qui a une base solide, qui a des textes qui sont celui ici, mais dans la pratique, on l'a un peu entendu depuis ce matin, il a quelques carences, quelques reproches qu'on lui fait. Une base solide, pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, l'Europe a mis en place, dès l'accession des États africains, au moment où on a créé la communauté économique européenne, les traités de Rome, Abdel, je crois, avait dit tout à l'heure, l'article 131-136, et puis aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union, met en place une politique commerciale qui a obligé les Européens à dire nous, on veut avoir des relations spécifiques, essentiellement commerciales, avec ces États du Sud, et donc on a accédé ici en 1957 à ce que j'appelle l'association octroyée. Les Européens ont octroyé cette association à leur colonie. Au moment où ces colonies vont accéder progressivement aux indépendances, on passe d'une association octroyée à une association négociée avec les accords de Yaoundé, parce que les anciennes puissances coloniales veulent partager les financements de l'assistance à leurs anciennes colonies. Vient la crise pétrolière et le nouvel ordre économique mondial, et les États décident de passer cette fois-ci aux conventions de Lomé en 75, 1, 2, 3, 4. Et la même année, ces États-là, du côté africain en tout cas, décident de créer le groupe ACP. Vous avez sa composition ici. Donc après les accords de Lomé jusqu'en 2000, il y a une nouvelle volonté de changement. On va passer à une convention, cette fois-ci, véritablement négociée. C'est l'accord de Cotonou, qui a été signé pour 20 ans. Volonté de changement, mais on verra, on l'a un peu tous vu, il y a quelques carences quand même ici. Et aujourd'hui, pour mettre un terme à cette volonté de changement venue avec Cotonou, les États ont signé en 2021 un nouvel accord entre l'Organisation des États ACP et l'Union européenne, qui est censé remplacer l'accord de Cotonou. Mais au moment où je vous parle, cet accord n'est pas encore signé officiellement. Il est bloqué, il était bloqué du côté européen, d'abord par la Hongrie qui a fait du chantage, maintenant c'est la Pologne qui fait du chantage sur la répartition du blé russe. Donc, il n'est pas encore entré en vigueur, ça fait 2 ans qu'on a parlé. Donc, quels sont les principes de cet accord? La base solide, c'est essentiellement, donc ici, l'article 2 de Cotonou qui dit que cette coopération-là a de principes: égalité de partenaires, participation des acteurs, dialogue, respect des engagements, différenciation, régionalisation, stratégie conjointe Union africaine et Union européenne, avec 9 valeurs que vous avez ici, sachant que les 2 continents et la géographie, je pense qu'ici vous savez très bien, on est à Tanger, on voit l'Europe de l'autre côté, on est liés par l'histoire, la culture, la géographie et normalement un avenir commun entre nous. Ça c'est donc le premier partenariat, mais ce triangle a aussi des lacunes.
beaucoup de lacunes, puisqu'on n'a pas atteint les résultats qui étaient escomptés ici. Quand on regarde les textes, l'Europe voulait aider l'Afrique à se développer, à rentrer dans l'économie internationale. Est-ce qu'on y est parvenu? On n'est pas parvenu. Pourquoi? Plusieurs raisons. Rapidement, il y a, de mon point de vue, une carence de dispositifs de contrôle effectif ici, notamment ce qu'on a appelé dans le cas du Cotonou, l'article 96, qui était censé sanctionner un des États qui ne respectait pas ce qu'ils appelaient les éléments essentiels. Vous avez ici quelques États dans lesquels on a activé cet accord-là, et si vous les regardez aujourd'hui, ces États ne sont pas devenus plus démocratiques que ça. Donc ça ne marche pas. Deuxièmement, Abdel l'avait dit aussi, une des carences majeures ici, c'est le fait que l'Union européenne met en place différents mécanismes de financement, à côté du financement bilatéraux qui sont donnés par les États. Et troisième chose, le plus important pour moi, il n'y a pas de réelle volonté politique des partenaires, que ce soit européens ou africains. J'ai dit ici pour les uns et les autres, comment faire pour que cet accord qu'on a signé et qu'on proclame dans le plan sommet se mette en pratique? Les États ne veulent pas. Donc ça pose vraiment des difficultés. Mais malgré ces carences-là, pour moi, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, c'est ces partenariats, je pense que c'est vous. Ce partenariat, il est historique et il a quand même des bases qui sont solides et il faudrait qu'on puisse l'encourager, le maintenir, quitte à le modifier à l'intérieur. Deuxième triangle, Chine, Russie, Afrique. Là aussi, les relations sont anciennes. Les Chinois sont arrivés en Afrique sur la côte somalienne et kenyane avec l'amiral Zheng Yi au XVe siècle. Après un repli, ils sont revenus en 1955. La Russie a eu des liens avec l'Afrique, notamment durant la guerre froide. La Chine et la Russie ensemble ont soutenu beaucoup de mouvements anti-occidentaux. Aujourd'hui, les deux puissances sont revenues en Afrique et mettent en avant ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial polycentrique. Quelle est la caractéristique de ce deuxième partenariat? Il n'y a pas, on l'a dit, donc je vais aller vite ici, pas de passé colonial. Par conséquent, ici vous avez Zhou Enlai, l'ancien ministre chinois, qui disait déjà en 1956, qu'est-ce que nous, Chinois, nous voulons faire? Notre but, c'est de favoriser le développement économique de nos partenaires africains. On ne veut pas utiliser les prétextes pour interférer et contrôler un pays. Et Deng Xiaoping, qui est vraiment le père de cette intervention de la Chine, a dit on va tout faire calmement, on ne va pas revendiquer des leadership, faisons tout pour maintenir un profil bas. C'est exactement comme ça qu'ils avancent aujourd'hui. Les Russes, de leur côté, Evgeny Primakov a dit ici qu'on veut revenir en Afrique en mettant en place ce qu'il appelle le multivectorisme. Le premier sommet Afrique-Russie a eu lieu à Sochi, on en a fait allusion ici. Il y a plusieurs diplomates officiels russes qui sont venus dans les États africains, les plus importants ici, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola. Et on a vu l'invasion ukrainienne qui a amené beaucoup de difficultés ici pour nous les Africains. J'entendais encore hier le président sud-africain qui donnait son point de vue sur l'essai de négociations qu'ils ont voulu entamer pour mettre fin à ceci. Donc ces deux partenaires-là ont quelques principes, mais sans beaucoup dire comme les Européens ici. D'accord, il y a l'égalité des partenaires, des bénéfices mutuels, mais surtout, on l'a dit, ils n'imposent pas la fameuse conditionnalité européenne. On ne va pas vous dire de devenir démocrate, on ne va pas regarder sur vos droits humains, etc. Nous voulons faire des affaires, c'est tout. Donc ils sont pragmatiques, pas de conditionnalité. Et Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, le juge de la Suisse, quand il dit lorsque je vais construire une autoroute qui a 5 km avec la Banque mondiale ou le FMI, on va discuter. Quand je veux voir les Chinois, ils viennent, on signe et on construit. Ça, c'est quelque chose de plus important qui fait que beaucoup d'États africains, sans regarder, sont tombés dans les bras des Russes et des Chinois. La Chine dit ici, moi je vais vous faire signer des contrats de ressources contre infrastructure. Il a fait avec l'Union africaine, on l'a dit tout à l'heure. Même en construisant des choses qui ne marchent pas, par exemple les chemins de fer nigérians qui est déficitaire ici, les Russes disent la même chose ici, et je souligne, la Chine est la première puissance diplomatique en Afrique. Elle a le plus d'ambassades et de représentations diplomatiques dans tous les 54 États africains, avec une première base militaire qui est ouverte ici. On a parlé des armes ici. Pour la Russie, c'est le principal fournisseur d'armes parmi tous les États africains. On a la présence de différents médias, de différentes compagnies chinoises et russes dans les États africains. On l'a déjà dit ici, pour l'année 2022, 282 milliards de dollars pour les échanges entre la Chine et l'Europe. Pour finir, il me reste à peine une minute, si on essaie de voir tous ces deux partenariats ici,
qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse choisir celui que l'Afrique veut pour aller en 2063, puisque tous les États ont signé. Les Chinois et les Russes ont, comme ils disent, pas de passé colonial, ils imposent des choses ici aux Africains. Les Européens ont un partenariat qui est juridique, qui a un socle précis, mais avec des frustrations et des défiances. Je souligne ici le fait que beaucoup d'États africains, je pense que c'est le doyen qui l'a dit, sont incapables de rembourser les dettes chinoises. Et la Chine utilise ce qu'on appelle le concept de la guerre des 5 jours. On va gagner la guerre sans la faire. On vous a fait signer des contrats, vous ne les respectez pas, on vient vous dire et vous payez. Ça, c'est très dangereux. Deuxième chose que je soumets à votre réflexion, quel est le modèle de partenariat que les jeunes Africains, c'est quand même notre avenir, quel est le modèle de partenariat auquel ils rêvent pour les continents? Opposer ce modèle-là à celui que nos dirigeants rêvent d'avoir. Beaucoup de dirigeants, surtout en Afrique subsaharienne, rêvent du modèle russe, du modèle chinois. Ils veulent tous modifier les constitutions, rester au pouvoir le plus longtemps possible. L'Afrique doit ici choisir quel est son intérêt, définir ses priorités, se battre pour les défendre elle-même, en se donnant le moyen de défendre ses propres intérêts. N'est pas attendre tout le temps que les autres viennent nous dire ici. Et pour ça, il est important pour moi qu'on puisse, nous les Africains, avoir des valeurs qui sont dans tous les textes possibles, mais qu'on n'applique pas. Il faut qu'on puisse cultiver ce que j'appelle la culture de la responsabilité. Je suis élu, je suis maire, mon mandat est de 5 ans, mais de temps en temps, je vais retourner voir ceux qui m'ont voté pour les... Je vous avais promis ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, pourquoi. Et surtout, la reddition des comptes. On n'a pas cette culture de reddition des comptes. C'est pour ça que le chef chez nous, je suis chef, j'ai raison. Si vous ne m'écoutez pas, vous êtes contre moi. Ça tue la vie. Il faut qu'on change cette histoire-là. Donc, je m'arrête là avant que la présidente m'interrompe. Merci beaucoup. Vous avez promis d'être bref. Alors, je vais tout de suite passer la parole au quatrième intervenant, qui est le professeur Zachary Younes, qui va nous parler des investissements. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi tout d'abord rapidement de vous remercier de le comité d'organisation, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de celui-ci, l'Institut LEGA et le Centre Afrique pour l'organisation de ce colloque qui suscite un intérêt particulier. Donc, l'intitulé de mon intervention est les dynamiques de l'Afrique en Chine. Comme nous le savons tous, donc, la présence chinoise en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. La Chine a dû comprendre depuis longtemps que l'Afrique constitue une aubaine pour qu'il puisse assurer et renforcer son hégémonie sur l'échiquier international. L'Afrique, comme nous le savons tous, est décrite comme le continent de demain, comme un géant en sommeil. Quelques chiffres et quelques indicateurs de taille. À titre d'exemple, en termes de dividendes démographiques, donc l'Afrique devrait atteindre en 2100 entre 3,4 et 3,6 milliards en termes de population. Et il faut aussi, auquel on ajoute que l'Afrique aussi joue et dispose d'un rôle réellement stratégique, et au moins pour deux raisons. L'Afrique est le principal fournisseur en termes de matières premières pour les pays émergents, et l'Afrique est un continent qui connaîtra l'émergence d'une classe moyenne, et ce qui en fera un avenir proche, un formidable marché pour les produits asiatiques. Pour ces différentes raisons, bien entendu, on le sait très bien que la Chine ne ménage pas les efforts pour se positionner en Afrique et bien sûr pour faire face à la rivalité des anciens partenaires donc, de l'Afrique. La présence chinoise en Afrique suscite bien entendu un intérêt particulier. Tout d'abord parce que Pékin a réalisé pendant 2 décennies ce que l'Occident n'a pas pu faire pendant un demi-siècle. Deuxièmement, la présence chinoise en Afrique est visible et n'est pas du goût des anciens classiques. Et bien sûr, c'est sur des différentes réponses et des stratégies, le cas des États-Unis, le cas de l'Union européenne. Et troisièmement, donc, la présence chinoise en Afrique est trop médiatisée et elle fait l'objet d'une guerre d'information. Cette communication, d'une manière plus concrète, donc, tentera
de mettre en lumière les traits saillants donc, du modèle de développement africain pour soulever bien sûr ses atouts et son originalité, mais en même temps pour soulever les interrogations qu'il suscite et aussi ces défis auxquels il devra faire face. Donc, premier point que je tenterai de développer, c'est de préciser la dynamique donc, de la politique africaine donc, de la Chine. Pour saisir réellement cette percée de la Chine en Afrique, il faut revenir un petit peu en arrière et saisir et appréhender le contexte du déclin donc, des anciens partenaires classiques en Afrique. Plus précisément, il s'agit d'une série d'erreurs, d'une ingérence permanente dans les affaires intérieures et davantage donc, de jugement. Auquel, bien entendu, on peut ajouter donc, un bilan faible, amer, concernant la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Encore une fois, il s'agit donc de préciser que malgré ce demi-siècle de coopération entre l'Afrique et l'Occident, l'Afrique devra et fait face à différents défis, pauvreté, mal gouvernance, défaillances structurelles, problèmes liés aux politiques publiques, dépendance à l'extérieur et, si je résume, problèmes liés d'une manière générale à la souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire et encore une fois la souveraineté numérique. Ce contexte, bien entendu, est propice donc, pour les émergents et précisément donc, pour la Chine. La Chine a pu se démarquer, donc, comme il était donc soulevé auparavant, par rapport à ses partenaires classiques, par son passé, par le fait qu'il n'a pas été impliqué dans les politiques occidentales, soutenant donc les programmes d'ajustement structurel et autres politiques donc libérales. L'efficacité de la politique africaine de la Chine et de sa présence dans toutes les directions repose sur plusieurs éléments lesquels je vais énumérer. Donc d'une part, le consensus de Pékin, qui bien sûr différent par rapport à celui du consensus de Washington, qui repose bien sûr sur la non-ingérence, sur la non-conditionnalité d'une manière générale, qu'elle soit politique, économique, la politique d'investissement aussi de la Chine, qui laisse pressentir une nouvelle approche, c'est-à-dire alors que l'Occident est sensible à un contexte macroéconomique, à un cadre juridique propice favorisant les IDE, l'Afrique réellement, la Chine pardon, semble marquer sa quasi-indifférence par rapport aux conditions macroéconomiques intérieures donc, des pays africains. On ajoute bien entendu la rapidité donc, de l'octroi des prêts, hors du contrôle des institutions financières monétaires par la Chine, et encore donc, le bas des coûts des services et des produits made in China en Afrique. Quels sont donc et auxquels on a dit, pardon, donc un élément essentiel, à savoir la mobilisation d'une panoplie d'acteurs et d'instruments qui a favorisé cette dynamique et cette présence chinoise en Afrique. Je cite à titre d'exemple un réseau diplomatique très fort, un réseau culturel très fort, les instituts Confucius, comme vous le savez, qui sont davantage implantés, positionnés en Afrique et qui jouent un rôle très important. La radio Chine internationale et aussi la chaîne centrale de télévision qui sont bien positionnées et implantées dans plusieurs pays africains, auquel on ajoute aussi donc, la mobilisation de différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, des think tanks et aussi les banques, à titre d'exemple, qui ont joué un rôle très très important concernant le renforcement de cette dynamique. Quelles sont les réalisations donc, de la Chine en Afrique qui lui permet bien sûr de se vanter de son modèle? La Chine, à l'heure actuelle, est un acteur majeur en Afrique en raison de ses investissements importants, en raison encore de l'infrastructure solide qui a réussi donc, à bâtir donc, en Afrique, mais aussi par rapport donc, à ses prix. En moins de 20 ans, donc, la Chine est devenue le premier partenaire commercial en Afrique, aussi l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Une présence chinoise de différentes entreprises publiques et privées, peu importe la taille, est visible en Afrique.
des entreprises qui réellement opérationnelles dans différents secteurs, BTP, routes, chemin de fer, hydroélectricité, les mines, hydrocarbures, agriculture, ainsi de suite. Et encore une fois, on peut parler donc des effets positifs de la présence chinoise en Afrique. Il ressort donc de cette présence une sorte de complémentarité entre la Chine et l'Afrique. L'Afrique, effectivement, est en recherche de matières premières, ressources naturelles, pour son approvisionnement, d'accord, et l'Afrique, bien entendu, est en recherche de capitaux, produits, de savoir-faire et de reconnaissance internationale. L'Afrique permet et permettra à la Chine de devenir une puissance internationale, et grâce à la Chine, l'Afrique dispose désormais d'une place, d'un rôle économique, politique et stratégique. La Chine constitue bien entendu une alternative pour le continent africain, toutefois sa présence et son modèle suscitent des interrogations et des critiques, c'est l'objet du deuxième point. Donc, appréciation critique du modèle de développement africain. L'attractivité du modèle chinois ne peut pas réellement masquer des écueils majeurs. La neutralité et la non-ingérence, fondement de ce modèle, constituent bien entendu donc un problème pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'il constitue une sorte d'entrave face à la démocratie, face à la bonne gouvernance en Afrique et aggrave le déficit démocratique en Afrique. La Chine accroît des inquiétudes à cause de la dette publique, qui était souligné le matin par M. Le Moyen, qui a explosé dans plusieurs pays africains et qui se révèle difficilement soutenable. La mise de la Chine sur la coopération bilatérale au détriment de la coopération plurilatérale, régionale sur régionale, au continental, pénalise le processus d'intégration régionale et continentale qui est en cours et permet de créer une Afrique davantage au pluriel à un développement différent. Les protestations, encore une fois, contre les contrefaçons, contre la concurrence déloyale des entreprises africaines, auxquelles on ajoute le non-respect de certains droits syndicaux. Encore, l'acquisition des terres agricoles en Afrique par les Chinois risque de provoquer donc une grande tension, étant donné que 60% de la population vit et dépend donc de ces terres. Encore une fois, les entreprises donc, africaines, chinoises, ne manifestent pas réellement un intérêt particulier, un respect des normes environnementales en Afrique. Le partenariat, je conclus rapidement, d'accord. Donc le partenariat sino-africain est dominé par une égalité des échanges. L'Afrique importe des matières, la Chine importe davantage des matières premières et le pétrole, et réellement l'Afrique importe des produits davantage qui ne sont pas diversifiés. Malgré donc les avancées réalisées et dégagées par la politique chinoise de la Chine, Pékin cherche avant tout, bien entendu, à satisfaire ses intérêts vétos et fait recourir le risque d'un nouveau impérialisme donc, au continent, notamment en l'absence d'une vision politique africaine à l'égard des émergents et précisément à l'égard de la Chine. Pour conclure, en l'absence d'une vision stratégique africaine à l'égard de la Chine en particulier ou à l'égard des différents partenaires, les capacités de négociation ou d'influence du capital africain demeurent réellement trop faibles. Sans politique, encore une fois, africaine globale comme locale, les pays émergents et la Chine en particulier profitent donc davantage des richesses de l'Afrique. Le défi donc réside, à notre sens, dans la capacité donc, des élites africaines donc, à renverser cette dynamique. Et je pense que ce genre de rencontre scientifique s'inscrit dans ce cadre, à savoir discuter et faire un échange à haute voix, d'accord, pour mettre en lumière les opportunités que l'Afrique devra saisir à l'égard des différents acteurs, et encore une fois, pour qu'ils soient prudents par rapport à certains défis. Je vous remercie pour votre attention. Alors Emmanuel Kofi m'informe que la connexion est problématique. Donc on va tout de suite poser aux questions, on va passer aux questions dans la salle, des présents. On a prévu. Si vous avez pas de questions, j'en ai une. Alors, une question.
Merci à tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions qui ont véhiculé, comme je le dis en tant qu'économiste, des externalités positives. On a appris beaucoup de choses en vous écoutant. Et ma question, c'est à Patrick. Sincèrement, en lisant le titre de votre communication, concurrence économique, bonne gouvernance, en tant qu'économiste, j'ai rien entendu sur ça. Je m'explique. C'est vrai, votre communication a porté sur, je dirais, le droit de la concurrence, partenariat privé-public, la concession et tout ce qui va avec. Mais la concurrence économique, j'ai rien, sincèrement. Idem pour la bonne gouvernance. Et en tant qu'économiste, quand on parle de la concurrence économique, pour moi, c'est de la rivalité, de la compétition, de la performance, les parts de marché, les 5 forces de Porter. J'ai rien entendu parler de ça. En ce qui concerne la bonne gouvernance, la bonne gouvernance, c'est le pluralisme, le respect des droits de l'homme, l'état de droit. J'ai rien entendu parler de ça. Je suis désolé pour vous faire la réflexion d'une manière sympa, gentille. Et merci. Donc, je ne sais pas si Patrick veut répondre. Moi, j'avais une observation supplémentaire. Patrick a parlé du modèle marocain, mais serait en train d'émerger un modèle indien qui est un peu pareil. Et donc, de non-alignement ni sur la Chine, la Russie ou l'Occident. Et puis, une réflexion. J'ai écrit depuis une dizaine d'années, depuis 2005, une publication sur les relations internationales. Et la première publication en 2005, le Maghreb, les pays du Maghreb, n'apparaissaient pas. J'avais des contraintes techniques, hein, donc c'était l'Afrique subsaharienne, et puis le Moyen et le Proche-Orient. Et petit à petit, depuis quelques années, c'est devenu impossible de traiter de l'Afrique subsaharienne sans intégrer donc, les pays d'Afrique du Nord, et notamment le Maroc, parmi ces 3 pays. Donc, je trouve que c'était vraiment très intéressant, même si, alors je suis juriste, je n'ai pas de vision d'économiste, mais vraiment c'était intéressant. Bonjour, je me permets aussi de poser une petite question au premier intervenant. Donc, vous avez fait une recommandation par rapport au Maroc, donc d'adhérer donc à l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. Ce débat donc, a été soulevé donc, à plusieurs reprises, j'ai assisté à pas mal de débats sur la question, et donc ma question va dans ce sens. Qu'est-ce que le Maroc va gagner réellement en adhérant donc à l'OADA dans un premier temps, et auquel j'ajoute que le Maroc réellement adhère à pas mal de conventions plurilatérales, d'accord. Et est-ce que réellement davantage le fait d'adhérer à l'OADA ne va pas réellement créer un problème pour le Maroc, c'est-à-dire il va se trouver réellement dans un sorte d'éparpillement donc des textes juridiques, en sachant, je termine là-dessus, que l'OADA, bien sûr, les pays membres de l'OADA, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, sont davantage loin du Maroc. Merci. Alors, moi j'adore la contradiction, monsieur. Moi ça me fait extrêmement plaisir que vous m'attaquiez en bio. Alors je vais d'abord répondre exactement comme notre présidente de séance. La différence c'est que vous êtes économiste et je suis juriste, alors on n'a pas les mêmes visions, c'est très clair. Et moi, mon objectif dans la présentation, et plus particulièrement dans le papier, c'est au contraire de dire que la concurrence, c'est pas que de l'économie, c'est aussi du droit. Et un des moyens pour obtenir une part de marché, c'est aussi pouvoir vendre son contrat. Je le constate tous les jours, je suis prof de droit commercial international, et lorsque je peux proposer à des étudiants, ou dans le cadre de mon cabinet d'avocat, à des clients, d'avoir des clauses contractuelles qui sont intéressantes, ça peut être déterminant pour obtenir un marché. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la question relative à l'OADA, évidemment, je vous l'ai dit, j'ai une vision peut-être un petit peu holistique du droit international, c'est-à-dire
J'espère que les États ne restent pas dans leur précaré et puissent avoir une vision un peu plus large. Et je vois comment ça se passe au niveau du droit européen. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais je trouve vraiment que le droit européen, qui est pour 80%, ça va faire plaisir à notre ami économiste, 80% des normes économiques en Europe, c'est du droit européen. Et je suis persuadé que nous ne serions pas aussi performants. Je parle bien sur le plan juridique, je n'ai rien à voir avec la question économique, mais sur le plan juridique, ce droit européen qui a permis de grandes avancées aux différents pays, et surtout lorsqu'on a intégré les 10 nouveaux, etc., ça a été un plus absolument important. Et moi, personnellement, je suis très européen aussi, parce que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, donc je m'en déplaise parfois aux Français, dans la parenthèse, moi, mon objectif, c'est toujours de dire qu'il faut qu'il y ait une interprétation uniforme. Dans l'OADA, vous avez l'acte uniforme. Dans le droit européen, vous avez la Cour européenne, donc la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, qui permet d'harmoniser tout cela. Et je pense vraiment, moi, que pour avoir une vision, c'est pas tellement en intra-africain que c'est seulement important, c'est également à l'égard des investisseurs, de pouvoir se dire, moi, j'ai un acte uniforme qui, le cas échéant, sera analysé à Abidjan, à la Cour de justice de l'OADA, et on a la même sécurité. Parce que pour un juriste, qui est important, et c'est toujours ce que je dis à mes étudiants, la seule chose qui compte dans le droit, c'est un droit international, c'est la sécurité juridique. Or, le droit international, c'est un gruyère. Vous avez plein de trous, plein de moyens de le contourner pour des raisons politiques, comme l'a dit notre collègue M. Lévesque, au niveau, qui n'est d'ailleurs pas juriste, mais c'est intéressant, au niveau russe, dès l'instant où on franchit le Rubicon du droit vers la politique, l'insécurité commence. Et moi, mon objectif, c'est précisément, à mon tout petit niveau, essayer de toujours privilégier la sécurité juridique tant que faire se peut. Et c'est en ça que je pense que l'OADA est un plus pour le Maroc. Évidemment, on peut en discuter. Voilà. D'accord, donc on a une autre question, madame. Le micro arrive par derrière. Oui. Bonjour, je suis honorée aujourd'hui d'être parmi vous. Je saisis cette occasion tout d'abord pour remercier M. Roffel, le doyen de notre faculté, M. Guidel, le directeur de notre laboratoire, ainsi que tous qui ont contribué à la réalisation de ce colloque qui va nous aider, nous les débutants chercheurs. Je suis intéressée par le volet du e-commerce, et puisque le commerce électronique, comme vous le savez tous et toutes, est devenu un enjeu majeur dans les relations économiques internationales en Afrique et dans le monde entier, j'aimerais bien savoir si l'impact de la numérisation de l'économie sur les échanges commerciaux internationaux a été déjà évoqué lors de la première édition. Si oui, quelles sont les principales conclusions, et merci. Je ne sais pas qui va pouvoir vous répondre à ce panel, pas moi. Ceux qui étaient là à la première édition. Oui, bah sinon. Est-ce que je peux me permettre une Bien troisième sûr. question? Oui. Alors, ma question s'adresse à M. Klingelschmidt en ligne. Déjà, merci pour la présentation. Par rapport vous avez évoqué le financement de l'architecture de paix et de sécurité. Qu'en est-il des nouveaux intrants? Je fais référence notamment à l'Arabie Saoudite comme rôle de médiation dans ce système de sécurité en Afrique, et aussi aux Émirats arabes unis. Donc, quel est le rôle dans cet échiquier de l'Afrique, et quel rôle est-ce qu'il joue dans cette intermédiation de sécurité? Merci. Monsieur Klingelschmidt, si vous voulez répondre. Mais vous devrez ouvrir votre micro. Alors, le temps
règle sur problème technique. Je peux quand même donner une information à madame sur la question du commerce électronique. Alors, pas spécifiquement le commerce électronique, mais toute l'activité numérique est en train de bouleverser complètement tous les rapports internationaux, sociaux, économiques. Donc forcément, oui, il y a une grande incidence. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, les rapports intra-africains étaient très faibles, et que là, c'est un nouveau moyen de développer ces rapports qui, effectivement, progressent régulièrement. Et bon, on le voit avec, par exemple, l'activité cinématographique du Nigeria, également les câbles. L'Afrique maintenant est dotée de propres câbles sous-marins qui vous permettent d'avoir vos communications électroniques qui autrefois passaient par les États-Unis. Donc petit à petit, vous avez des moyens qui apparaissent et qui certainement vont contribuer à bouleverser le panorama. J'ajouterais que notre faculté, à travers la chaire OMC, a réalisé une étude sur l'adhésion du Maroc aux négociations plurilatérales sur le e-commerce. Donc l'étude est ici même à la faculté. Vous pouvez la consulter chez le Sud-Doyen pour avoir davantage d'informations. Moi j'ai une petite question à mon ami Léonard Matalatala sur... on a évoqué tout à l'heure ce bol de spaghetti. Donc on est devant ces modèles de partenariat vraiment très compliqués et complexes. Il y a donc pas le partenariat Union européenne-ACP. Il y a le partenariat Union européenne-Maghreb, les accords Euromed. Et il y a toute une activité purement bilatérale entre la Russie, la Chine et l'ensemble des États africains. Alors, comment gérer ces contradictions? D'autant plus qu'en Afrique, on a signé le traité créant la SDECAF. Donc, il faut un peu respecter les engagements qui découlent de ce traité qui instaure un espace de liberté de circulation. Et les engagements avec les autres, avec l'Union européenne, avec la Russie, la Chine, etc. C'est la même contradiction qu'on trouve dans le cadre du traité de l'OMC lorsque on prône les principes de la clause NPF, l'égalité de traitement, principe de non-discrimination, et en même temps, on autorise la création de zones de libre-échange régionales. Ça paraît un peu contradictoire, mais le même problème se pose pour ces partenariats multiples qui peuvent donc porter préjudice en termes dans la coopération de l'Afrique avec le monde extérieur. Merci, Madame la Présidente. Professeur Matala. Merci beaucoup, cher Abdel. C'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une question qui est posée effectivement depuis longtemps. C'est pour ça que chez Cap Afrique, on part de l'idée, et vous le savez bien, je pense ici, que quand on parle de l'Afrique, il n'y a pas une Afrique, plusieurs Afriques. Maghreb, Machrek, Afrique subsaharienne, Afrique du Sud. Chacune de ces Afriques-là a son agenda. Au Maghreb ici, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc a chacun son agenda. Et ensemble, tous ces États, ces 54, sont dans l'Union africaine, ont signé des accords pour dire, en 2027, on est en 2023, on va créer la communauté économique africaine, avec un calendrier précis et des étapes précis. Passer par des communautés économiques régionales qui doivent créer une union douanière, qui doivent établir tomber les barrières pour faire mettre en œuvre les cadres de liberté, de circulation, etc. Je fais un cours sur l'intégration économique africaine. Je dis souvent aux jeunes Africains qui viennent là, où vous en êtes dans la réalité? Quand on voit sur le papier tous les textes, quand on écoute les discours de tous nos dirigeants, et tout va bien en Afrique, puisqu'ils promettent tout, ils signent tous les papiers. Mais quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on met en place? Ben rien. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Volonté politique qui n'est pas là. Pourquoi il n'y a pas de volonté politique? Parce qu'on a des mauvais dirigeants. Pourquoi nous avons des mauvais dirigeants? Parce que les gens
ont pris, surtout en Afrique subsaharienne, ont pris l'habitude de choisir des gens. Ah, c'est mon cousin. Ah, il est de ma région. Ah, il est de ceci. Regardez dans les informations, je vois souvent, on nomme quelqu'un ministre, avant même qu'il entre en fonction, il y a une grande fête chez lui le soir. Pourquoi il y a une fête chez lui le soir? Parce qu'ils savent qu'il devient riche. Donc, on a ici des accords, donc Euromed nous dit, les États ont signé, en tant que juriste, quand on signe des accords, on est obligé de le faire, on doit le respecter. La parole donnée. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui a cité, je n'aime pas beaucoup ça, mais bon, il a cité, il a montré ici l'exemple de Tshisekedi qui disait à Macron, on veut du respect. Mes chers amis, le respect c'est comme l'indépendance, ça ne se demande pas le respect. Je me respecte, vous voyez que je me respecte, vous me respectez. Je ne peux pas vous demander de me respecter si je ne me respecte pas moi-même. Donc Tshisekedi, je suis originaire du Congo. J'ai perdu ma nationalité congolaise quand je suis devenu français. Je sais pourquoi il dit ça. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir. On se donne la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et les Africains, ben je ne sais pas, peut-être pas au Maghreb, en tout cas pas au Maroc, je suis très content du niveau que vous avez ici. Pourquoi les autres pays ne font pas comme le Maroc, les pays africains? Pourquoi ils ne font pas comme nous? Tous les accords qui sont signés ici, les BRICS qui viennent là, la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde, etc. Chaque année, il y a réunion Afrique, donc les États africains, avec la Turquie. Il y a les États africains avec la Chine, les États africains avec la Russie, les États africains, Où est l'Union africaine? Sur les papiers, qu'est-ce qu'on a signé? Que l'Union africaine encourage les États à parler d'une seule voix dans un scène international. Mais quand est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Comment voulez-vous que les autres partenaires vous respectent s'ils voient que déjà entre vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Comment? Parlons de l'Union du Maghreb arabe. C'en est où? Il y a un secrétariat général, je crois qu'il est à Tunis. Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Qui est ici, pardon. Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Quand je vais sur les sites internet, on voit les photos du secrétaire général. Quelles sont les activités? La dernière réunion remonte à quand? Pourquoi? Donc, nous avons un problème. Avant d'aller voir, avant de dire, ah oui, en 2015 j'étais à l'Union africaine, dire, ah oui, nous, l'accord avec l'Union européenne, ça ne marche pas, parce que on n'a pas de. C'est comme je t'avais dit, chez nous en Afrique, quand tu es marié et il n'y a pas d'enfant dans le couple, tu renvoies ta femme. Ah bon? C'est dit où ça? Et qu'est-ce qui te dit que c'est la faute de la femme qui n'a pas d'enfant dans la famille? Et que ce n'est pas ta faute à toi, l'homme? Arrêtons de vouloir dire, si l'Afrique ne marche pas, c'est la faute des Européens, c'est la faute des Américains, c'est la faute de... Nettoyons d'abord devant notre propre poids. Combien de dirigeants africains mettent en pratique ce qu'ils disent, les discours qu'ils donnent? Combien d'États africains qui sont en avance sont encouragés par l'Union européenne, l'Union africaine pour aller de l'avant? Mais ça a été montré tout à l'heure. Comment voulez-vous être indépendant si c'est la Chine qui vient construire le siège de l'Union africaine? Comment? En truffant ces bâtiments-là, de plein de micros. Donc tout ce qu'on dit là, les Chinois écoutent tout ce qui se dit à Addis Abeba. Il n'y a pas que les Chinois, vous le savez bien. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce que je suis chef. Comme je suis chef, je vais rester au pouvoir jusqu'à ma mort. En Afrique, il paraît que c'est comme ça. Maintenant, tous les chefs d'État africains, ils sont tous en train de préparer leurs fils pour les succéder. En fait, c'est plus des républiques, c'est des royaumes. Enfin, on est dans un royaume ici, je fais attention à ce que je dis. C'est pas pareil. Mais au Congo, au Gabon, en République démocratique du Congo, au Tchad, partout. La mode maintenant, c'est les fils de qui devient président. Alors que sur le papier, dans l'Union africaine, on a dit interdiction de modifier la constitution. Il y a des principes démocratiques. Arrêtons, regardons d'abord devant notre propre poste pour aller loin. Comment gérer les contradictions? Les contradictions, elles sont d'abord internes, elles sont d'abord africaines. Si on ne veut pas nous regarder nous-mêmes devant la classe, ben, les autres ne nous respecteront pas, on fera comme Tshisekedi. D'abord, diplomatiquement, tu ne t'adresses pas comme ça à un chef d'État. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas parler comme ça à Macron qui est sans collègue. Non, ça ne se fait pas d'un point de vue diplomatique. Deux, tu ne demandes pas qu'on te respecte si toi-même tu ne te respectes pas.
il avait dit, à mon mandat, je vais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. La RDC est devenue l'Allemagne de l'Afrique. Dans la guerre à l'est du Congo, il y a des femmes et des enfants qui se font mutiler tous les jours. Il est où le président? Il va acheter une belle moto qui coûte des millions. Il fait ses 60 ans d'anniversaire en invitant toute sa famille, tout le monde. Voilà, ça c'est le modèle. Regardons entre nous, s'il vous plaît, regardons qu'est-ce que nous voulons faire pour que les autres nous respectent. Les autres ne viennent pas, l'Afrique ne va pas se développer ni avec l'argent de l'Union européenne, ni avec l'argent des Chinois, ni avec l'argent russe, ni avec l'argent américain. Non, non, non. L'Afrique se développera avec l'argent des Africains, s'ils le veulent. Merci. Merci. J'avais une toute petite question à mon collègue, le professeur Younes, qui a parlé en fait des dynamismes chinois en Afrique. Et je voulais lui demander s'il ne pensait pas que ces dynamismes sont un peu en train de faiblir, puisqu'au niveau des investissements, donc ils ont été très très importants, mais petit à petit, ils régressent. Et donc je voulais savoir dans un proche avenir, moyen avenir, si cette dynamique qu'il a décrite avec ses avantages et ses inconvénients, si cette dynamique va poursuivre en laissant plus d'espace à la Chine, ou si les Chinois vont eux-mêmes être confrontés à des difficultés qui fait que cet argent facile qui est venu de Chine risque de se tarir un petit peu. Merci pour votre question. Je pense que réellement donc, la position donc, de la Chine en termes des EE, en termes de présence, bien sûr donc, se renforce donc, davantage. Et là-dessus, donc, il y a pas mal de statistiques qui renforcent bien sûr donc, ces éléments. Mais je pense à moyen terme, bien sûr, les choses vont évoluer, vont se transformer pour différentes raisons. Première raison, c'est que, comme j'ai souligné tout à l'heure rapidement, il y a des stratégies de réponse, d'accord, des autres acteurs, à savoir l'Union européenne, les États-Unis, donc la France parmi d'autres. C'est-à-dire, ces partenaires, bien sûr, n'apprécient pas le fait, d'accord, que réellement la Chine monopolise la présence en Afrique et tire profit donc davantage. C'est le premier point. Le deuxième point, et là en même temps, donc, je réagis par rapport à la réponse de mon collègue, c'est que l'Afrique est en train donc de bouger. D'accord? Qu'on veut ou non, donc il y a l'Afrique qui est en marche. Rapidement, donc je pense que c'est très facile, je pense, d'avoir un discours qui culpabilise donc l'Afrique et de dire que l'Afrique doit se voir devant le miroir. D'accord? Mais je pense que le plus important, c'est de dire à l'Afrique, à la fois, il faut voir devant le miroir, et il faut voir davantage à l'extérieur. Parce que le problème de l'Afrique, à mon sens, ce n'est pas réellement un problème purement africain 100%. Je donne un exemple. Pour moi, c'est essentiel. On parle de la colonisation, du colonialisme. Quand même, il y a des écrits sur les esclavages, sur l'impérialisme, sur les chemins de fer, l'infrastructure qui a été bâtie, construite, d'accord, pour que l'Occident tire profit. Donc, je prends, on peut aller très loin de la discussion, la monnaie, l'UMOA, le franc, c'est fait, d'accord. Donc, ce problème de monnaie qui remet en cause la souveraineté monétaire de l'Afrique, de cette région, d'accord. Est-ce que c'est le problème de l'Afrique ou plutôt le problème des partenaires africains? Qu'est-ce que l'Afrique, d'accord, d'ailleurs l'Afrique au pluriel, peut faire? C'est ça le problème. Je pense à la fois, rapidement, il y a plusieurs leviers qui se présentent donc pour l'Afrique, d'accord. Un levier interne, à mon sens, c'est d'investir davantage dans la coopération intra-africaine, afro-africaine. Pas mal de projets qui sont en cours, ZLECAf, projet gazoduc Maroc-Nigeria, à liste et longue, mais en même temps, bien sûr, renforcer l'intégration sous-régionale dans le cadre des CER, dans le cadre de l'Union africaine, pour que réellement l'Afrique puisse faire face aux défis. Parce que, qu'est-ce qui stoppe, à mon sens, ce décollage de l'Afrique? D'accord? C'est les autres, au pluriel, mais ce sont les partenaires, d'accord, qui tirent profit donc de l'Afrique. D'ailleurs, cette rivalité, encore une fois, et je termine là-dessus de l'Afrique, pose un problème pour certains partenaires qui, leur présence, d'accord, est remise en cause. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et
Moi, je voudrais réagir très rapidement à l'assertion de notre ami. Je suis d'accord avec vous. On doit se regarder dans la glace, on est responsable de nos mots. Mais quelque part, par exemple, quand vous avez parlé de M. Macron qui a été reçu et la réaction du président, je suis désolée, mais c'est Macron qui n'a pas respecté la diplomatie en ayant un discours très agressif. Et je pense que le président a réagi diplomatiquement à ces actions-réactions. D'accord ? Ensuite, quelque part, je reviens un peu à ce qu'a dit mon ami professeur Zakari, c'est que l'Europe nous parle de bonne gouvernance. Oui, je veux bien. Maintenant, est-ce que l'Europe, lorsque certains États tentent de renverser la situation d'un pouvoir autoritaire, reviennent et disent non, 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 on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que leurs intérêts économiques, et je suis désolée, l'Europe est responsable de la situation en Afrique du simple fait qu'ils font prévaloir leurs intérêts économiques et commerciaux sur la stabilité du pays. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Madame, monsieur, je partage votre... On est d'accord sur le constat. Mais là où je vais un peu plus loin que vous, je vais prendre une image. En 2015, j'avais été à l'Union africaine, justement. Je travaille sur les relations Union européenne-Union africaine. Donc les ACP, c'est un peu mon dada. Et vous êtes économiste. Vous avez parlé de la... Juriste? Pardon. Vous avez parlé de la monnaie, le franc CFA. Voilà. Vous dites, c'est la faute de la France qui impose le franc CFA, c'est ça? Si j'ai bien compris. Les Africains, c'est pas leur faute, on ne peut rien faire contre le franc CFA. Pour vous, pour nous les juristes, c'est un accord qu'on a signé, on a accepté. Il y a plus... Ah si. D'accord, cet accord-là a été signé dans un contexte où ces États d'Afrique de l'Ouest étaient dans ce qu'on appelait Afrique équatoriale ou je ne sais pas quoi, occidentale française. La France a imposé, d'accord. Mais ils sont devenus indépendants, ces États. Est-ce qu'ils sont indépendants ou pas aujourd'hui? Le Sénégal n'est pas indépendant? Tous ces États dont on parle qui ont cette monnaie-là, il y a plusieurs écrits, même des Ivoiriens qui ont écrit pour dire qu'il faut sortir de cette monnaie-là, qui nous maintient dans un État. Et qu'est-ce que les États font? Rien. Ça ne les concerne pas. Sans ça, je dis, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Je suis d'accord pour dire que l'Europe a une part de responsabilité dans cette... On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. C'est pour ça que je dis, les autres, ils viennent en Afrique pourquoi? Pas pour nos beaux yeux, ils viennent en Afrique pour la politique. On ne fait pas la politique avec la Bible, le Coran sous la... Donc, ils viennent pour leurs intérêts. Quand est-ce que nous allons défendre nos intérêts? C'est pour ça que je dis, on se regarde dans la glace, où est-ce que nous voulons aller? On va s'asseoir là, pleurer, oui, c'est les Européens qui ont fait que nous sommes pauvres. Oui, ils ont beaux yeux. Ils vont continuer à venir, à imposer. Regardez ce qu'on a fait au Tchad. Le président meurt, que dit la Constitution? Que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit les succéder. Qu'est-ce qu'on fait? Macron vient, on dit c'est le fils qui va passer. Qu'ont fait les Tchadiens? Rien. Voilà. Alors, je récupère le micro pour clore ce panel. Et on se retrouvera donc dans l'après-midi pour continuer avec d'autres sujets très importants. Merci à tous.